Il est 14h30, je ne pourrai donc pas ouvrir cette table ronde par la plaisanterie que j'avais prévue. Nous avons ici deux grandes professionnelles et une retardataire. Elle est arrivée à 14h30. Bravo, nous avons donc trois grandes professionnelles. Plus sérieusement, bonjour et merci d'être présent et présente à cette table ronde où on va réfléchir sur l'évolution de la fantaisie. Et pour ça, évidemment, on se posera la question, mais au travers des œuvres de nos trois invités, où est la fantaisie ces des 20 ou 30 dernières années, et puis où elle pourrait aller, où elle a commencé à aller, et en quoi ça peut éventuellement poser questions et débats. Trois invités, mais avant, je vais remercier Jolan Bertrand, qui est lui-même écrivain de science-fiction et de fantasy, en particulier pour la jeunesse, et aussi nos trois invités. Il va donc en particulier faire la traduction, l'interprétariat, comme on dit, d'Hélène Keuchner, qui parle un merveilleux français, mais qui se sent plus à l'aise quand elle est traduite de l'anglais en débat public. Donc, trois invités. Je vais commencer évidemment par notre invitée d'honneur, Hélène Keuchner, qui est une autrice américaine qui a déjà une grande réputation, a une œuvre impressionnante derrière elle. Elle a été éditrice de fantasy, donc elle connaît bien la question aussi de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ceux qui éditent, qui publient, et elle pourra peut-être nous en dire quelques mots tout à l'heure. Et puis, c'est une autrice de nouvelles, de fantasy essentiellement. Est-ce que vous écrivez aussi de la science-fiction un peu? Pas été... Non, pas de science-fiction. Bon, voilà, donc de la fantasy. Voilà. Il me semblait bien, je n'avais pas vu, mais parfois, quand il s'agit d'auteurs étrangers, parfois la traduction ne nous est pas arrivée, donc c'est bien ce que j'ai vu pour le moment. En tout cas, Hélène Keuchner écrit exclusivement de la fantasy, qu'il s'agisse de ses nouvelles. Elle a une nouvelle qui a eu le prix Imaginal en 2014, si ma mémoire est bonne. Et puis, par ailleurs, elle a écrit des nouvelles et des romans. Alors, j'en cite rapidement quelques-uns. Je crois qu'il est d'ailleurs ici, à la pointe de l'épée. Alors, un des romans que je connais bien, puisqu'il s'agit d'un roman de fantaisie agrémenté de 5 nouvelles, des explications d'Hélène sur ce travail d'écriture, et puis d'une préface que j'ai commise pour présenter ce volume, parce que, comme l'éditeur ActuSF, j'estime qu'Hélène est une grande autrice. D'ailleurs, elle a été récompensée par de nombreux prix aux États-Unis, le prix World Fantasy, qui est un des grands prix de la fantasy dans le monde anglo-saxon, le prix Locus, de la revue Locus, qui est aussi un prix très, très connu dans le milieu des lecteurs, mais surtout des professionnels. Le prix Mytho-Poétique, qu'on connaît moins en France, mais qui est un prix de belle réputation. Et puis, elle a récemment obtenu le prix E. Smith Memorial pour l'ensemble de son œuvre, qui est une sorte d'achèvement, mais Hélène va nous écrire encore beaucoup, beaucoup d'histoires. Voilà pour la présenter rapidement, mais elle a écrit aussi un certain nombre d'ouvrages traduits en France. Thomas le Rimeur, qui est aussi chez ActuSF et qui a aussi obtenu un prix littéraire. Et puis le dernier, c'est le Privilège de l'épée, qui a obtenu le fameux prix Locus dont je vous parlais, qui n'est pas ici, mais que vous trouverez tout à l'heure sur sa table. Par ailleurs, nous avons deux autrices françaises. Je vais commencer par Estelle Faye, qui a la bibliographie la plus importante, qui est à la fois une autrice jeunesse et une autrice pour adultes. On va dire qu'on peut citer parmi ses ouvrages la fantaisie historique, par exemple la trilogie des oracles, qui a été son premier prix littéraire, paru aux éditions Scrinéo et réédité aux éditions Folio. En fait, mon premier prix littéraire, c'était avant pour Porcelaine, le prix Elbakin. Et c'est un peu important parce que c'est grâce à ce prix que j'ai rencontré mon éditeur pour La Voix des oracles. En fait. Eh ben voilà. Petite rectification. Je peux rectifier un petit truc. J'ai plus de bibliographie que Célia, mais c'est parce que je suis vieille. Voilà. Toujours beaucoup de délicatesse, Estelle. Aussi de la fantaisie épique, je pense en particulier au diptyque Les Seigneurs de Bohême, et puis non pas une suite, mais un roman indépendant dans le même univers avec une partie des personnages du premier. Le Seigneur de Bohême, pour moi, est un des grands romans de la fantaisie épique française. Et si vous aimez ce genre, franchement, ne passez pas à côté si vous ne l'avez pas déjà lu. Du fantastique ou de la dark fantasy, comme on dit pour Ouijigo aussi? Alors, c'est du fantastique avec de l'horreur, et mon éditeur, il ne voulait pas que je dise horreur. Donc c'est pour ça que je le dis.
Voilà. Donc là aussi, un roman, partie maritime, et puis qui se passe dans la forêt avec beaucoup de monstres. On verra d'ailleurs si les monstres sont les animaux ou les créatures maléfiques, ou si ce sont les êtres humains. Là aussi, un très beau roman paru chez Albin Michel. Du post-apo, en particulier avec sa série de son diptyque, 2 romans là aussi indépendants, mais même personnage dans le même univers, qui présente un monde post-apo après, mais je dirais après la catastrophe, mais néanmoins un monde où on peut vivre et être heureux. C'est aussi important parfois de ne pas avoir une vision totalement noire de la catastrophe, y compris celle qui vient. On peut quand même essayer de vivre et d'être heureux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Et puis aussi du space opéra, plus récemment, avec un roman, Les Nuages de Magellan, paru chez Scrinéo et réédité en folio SF. Roman que je connais bien puisque c'est paru dans une collection que je dirige aux éditions Scrinéo et où j'ai le grand plaisir de travailler sur un roman avec Estelle, en sachant qu'elle l'a dit tout à l'heure, donc je peux le révéler, elle prépare un projet d'un nouveau roman de space opéra avec l'ampleur et les ambitions qu'elle a toujours sur ses livres. Et puis, on va en parler tout à l'heure, toute une série d'ouvrages, en particulier L'Arpenteuse des rêves, beaucoup d'ouvrages pour les jeunes ou très jeunes lecteurs, où elle a aussi énormément de succès. Elle a obtenu plusieurs prix littéraires, je citerai rapidement, elle l'a dit, Elle Baquine, le prix Rognier-Né, et puis aussi encore un autre. C'est ça, voilà. Bon, donc voilà. Et puis pour terminer, Célia Flo, je l'ai découverte avec son premier roman, Le Cirque Interdit, une dystopie où le parti zéro risque, évidemment tout rapport avec un monde existant ne serait que pure coïncidence, s'en prend même aux artistes. Un très joli livre. Anergique, paru chez ActuSF aussi, comme le premier était paru chez Scrinéo, qui est un roman de fantaisie, là aussi, qui l'a fait reconnaître dans le milieu des amateurs de fantaisie. Pour terminer, la trilogie Porcelaine, une fantaisie jeunesse parue chez Bayard et qui est en cours de réédition au livre de poche, qui est là aussi une jolie série. Voilà nos 3 autrices présentées. On va entrer directement dans le vif du sujet. Très rapidement, toutes les 3, l'une après l'autre. C'est quoi la fantaisie pour vous ? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on appelle la fantaisie. Alors, non, mais c'est pour moi. Car dans le monde, c'est toujours le monde commercial. Un jour, c'est fantaisie, un jour, c'est du littéraire. C'est littéraire, mais partout. Aux États-Unis, je ne sais pas, en France. Donc, non, c'est très difficile. Je ne sais pas. Pour moi, ça a commencé avec les fantaisistes au début du XXe siècle qui ont exercisé leurs imaginations comme on voulait sans regarder les choses commerciales. C'était une littéraire fantastique. Et c'est ça que j'ai lu quand j'étais jeune. Et c'est ça toujours qui est la fantaisie pour moi. Quand j'étais éditeur, ça commençait, la fantaisie a commencé à être quelque chose d'un peu commercial, mais on pouvait quand même, en même temps, take chances, essayer des autres choses. C'était très libre. Mais c'était une genre pour les gens qui n'étaient pas très typiques. Et j'ai vu dans ma vie la fantasy devenant très, très populaire, surtout à cause des films, avec Harry Potter et aussi Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. C'est devenu mainstream. Il faut traduire mainstream? OK, vous connaissez mainstream. OK, c'est devenu mainstream. Et c'est toute la société a changé. Et donc, comme quand on a publié Tolkien des années 60, et on disait, ah voilà, il y a un peu d'argent dans cette chose, on va dire que c'est un genre de fantasy, comme Tolkien. Maintenant, ça, c'était la première vague. Le premier vague? Là,
la première vague de fantasy, mais c'était quand même toute petite. Et maintenant, c'est énorme. Il y a tellement, comme on va discuter, il y a tellement de genres de fantasy hors de la fantasy. Alors, c'est pas à moi à dire ce qui est la fantasy, mais pour moi-même, c'était les premiers qui vont, avant de Tolkien, quand ça n'existait pas comme genre, et après, tout après, quand nous, ma génération, était inspirée par Tolkien et les autres. Et c'était à ce temps très particulier, très original. Chaque livre qui venait était très particulier, très original et pas comme les autres. Bon, c'est tout changé maintenant, mais dans mon cœur, ça doit être particulier. Estelle? En fait, donc je vais évidemment rejoindre Hélène sur pas mal de points, sur tout l'historique qu'elle nous a fait de la fantasy, et sur le fait que c'est un genre mouvant. Et c'est vrai que j'ai passé une année entière à la Sorbonne à plancher sur la définition du genre de la fantasy il y a un quart de siècle. Donc évidemment, c'est un sujet complexe. Évidemment, on peut donner des définitions, en fait, mais elles ne vont jamais vraiment correspondre. Par exemple, dans les devs qu'il y avait à l'époque, c'est que la fantasy, c'était un monde secondaire, ce n'était pas quelque chose qui se passait dans notre monde. Mais d'un autre côté, il y a plein de fantasy qui aussi, comme Narnia, entre notre monde et un autre. La fantasy, c'est un genre avec de la magie, sauf que à la pointe de l'épée, il n'y a pas de magie. Et c'est quand même de la fantasy. Donc finalement, les contours sont super mouvants. Et en même temps, je pense que si dans la salle, je vous dis demain, allez dans une bibliothèque, dans une librairie, choisissez un livre de fantasy, vous n'allez pas avoir de mal à le faire. Et finalement, ce qui fait les contours de la fantasy, ce n'est pas les définitions des universitaires, mais il y a de plus en plus d'universitaires qui planchent là-dessus, et c'est super, parce qu'on a besoin aussi de ça, de ce regard-là. Pour moi, la fantasy, en fait, c'est ce que vous, ici, là, les lecteurs, vous allez considérer comme de la fantasy. C'est vous qui définissez et qui faites bouger les frontières du genre. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant ce genre aussi. C'est que finalement, il s'écrit a posteriori, quoi. Il faut dire que quand, à la pointe de l'épée, c'était la première fois, on disait, mais c'est pas la fantaisie. Oh, oui, si, car il y a l'ère de fantaisie, même s'il n'y a pas de magie. C'était une grande chose, c'était étonnant pour tout le monde, et puis ça changeait aussi. Mais moi, quand on me dit, est-ce que c'est la fantaisie ou non, je dis, bon, je sais pas, j'ai écrit un livre, ça c'est tout. En ce qui me concerne, ce qui compte pour moi dans la fantaisie, c'est l'émerveillement, en fait. Pour moi, la fantaisie, c'est la littérature de l'émerveillement. C'est la littérature qui fait que vous allez voir quelque chose qui va briller en vous. C'est la littérature qui va vous emmener dans un endroit qui va rendre votre vie plus lumineuse. Et même si certaines littératures de la fantaisie sont très sombres, comme Game of Thrones par exemple, ça n'empêche pas qu'il y ait malgré tout cette sensation d'émerveillement, cette sensation d'ailleurs. Et même s'il n'y a pas de magie dans le livre, au sens système de magie tel qu'on connaît, dans la fantaisie, il y a une magie qui va vous émerveiller, qui va m'émerveiller et qui va, en m'émerveillant, me transformer en quelque chose de meilleur. Voilà, c'est ça pour moi, la fantaisie. Et voilà, et c'est pour ça que vous avez défini pourquoi Alice au Pays des Merveilles n'est pas une fantaisie. Quand on évoque l'évolution de la fantaisie, puisque c'est le thème de notre table ronde, sans parler des phénomènes contemporains, on va y revenir tout à l'heure, comment vous voyez sur quelques dizaines d'années, comme éditrice, Hélène, comme autrice toutes les trois, comme lectrice aussi toutes les trois, comment vous voyez un peu les évolutions et les grands courants de la fantaisie aux États-Unis ou en France ou dans le monde entier ? J'ai déjà répondu, je crois. En fait, donc grosso modo, moi, on va dire que sur la fantaisie en France, et la fantaisie française spécifiquement, j'ai ce quart de siècle de recul dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ça fait un quart de siècle que je suis vraiment le genre avec un œil un peu plus sérieux, quoi. Et que je réfléchis dessus, etc. Et grosso modo, ce que je vois sur ce quart de siècle, c'est vraiment qu'il y a une tension, toujours en France, entre de la fantaisie assez formatée, assez commerciale, ou en tout cas de la fantaisie qu'on veut faire rester dans des cadres. Et par exemple, j'ai rencontré un éditeur de fantaisie il y a une vingtaine d'années qui me disait, non mais pour moi, de toute manière, de la fantaisie, ça doit forcément être manichéen. C'est ça que les lecteurs attendent.
Et la fantaisie, c'est forcément une histoire d'élu qui va friter le mal. C'est ça que les lecteurs attendent. Et un éditeur de fantaisie, sérieux et tout, enfin, voilà. Et pour lui, c'est ça que les lecteurs attendaient en fantaisie. Alors pour moi, je suis désolée, c'est pas ça, parce que le lecteur de fantaisie, il n'est pas aussi fermé dans sa tête. Et, au contraire. Mais en fait, en fantaisie, on a justement l'un des genres les plus ouverts qui a vraiment pas de définition. Et je pense que cette liberté, cette ouverture, elle fait peur. Et donc, il y a cette tentation de le faire rentrer dans une petite case. Tiens, toi, rentre dans ta case. Ou, par exemple, il y a aussi donc, un blogueur français qui est très célèbre dans le milieu des blogueurs français pour classer la littérature de l'imaginaire en sous-genre. Est-ce que vous faites de la grimdark, folk, high, stéréotypical, fantasy ou pas, par exemple? Voilà. Donc, ouais, la liberté, ça fait peur. Et on veut la mettre dans des cases par moment. Alors que y a une autre branche de la fantaisie qui cherche à aller ailleurs, qui cherche à expérimenter, à être libre en fait. Il y a toujours cette tension-là dans le genre et selon les époques, selon le paysage éditorial, selon plein de facteurs en fait. Donc la fantaisie, elle va plus ou moins être réduite à ces cases-là ou au contraire expérimenter d'autres choses. Voilà. Dans Les Seigneurs de Bohême, pour prendre cet exemple, Estelle Faye, justement, vous avez un peu surpris et parfois un peu, je dirais pas choqué, mais étonné. On peut dire choqué, non, voilà. Ça a pu amener certaines réticences, même si le livre a été un succès. C'est aussi grâce à ça que le roman a été un succès. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Les Seigneurs de Bohême, c'est mon premier roman polémique. Donc je suis très contente d'avoir un roman polémique, ça parle à mon vieux côté punk. En 2 mots, c'est un roman qui joue le jeu de l'aventure, du roman de fantaisie épique, où il y a des affrontements, il y a une révolte, même une révolution contre une société classique de fantaisie, c'est-à-dire royale et féodale. Dans ce roman, on a toute une série de personnages, y compris ceux qui n'étaient pas des élus du tout, qui vont être, y compris ceux qui vont bouleverser la société, la changer de fond en comble. Là aussi, vous avez pris des personnages atypiques, des femmes, mais pas que. On ne va pas tout révéler, parce qu'il faut aussi que le lecteur et la lectrice aient des surprises dans les romans. Mais vous avez, parce que je pense que c'était votre façon d'écrire, votre façon de raconter les histoires, vous avez choisi de bousculer quand même un certain nombre de codes habituels, ceux que vous venez un peu de caricaturer, mais finalement, c'est la vision de certains éditeurs et de certains lecteurs, en effet. En fait, quand j'écris Bohême, on est grosso modo donc dans les années 2015, donc une période où il y a quand même pas mal d'éditeurs indépendants qui font une vraie vitalité dans le genre en France. Donc, je n'ai pas l'impression de bousculer tant que ça les codes. C'est juste que je me dis, qu'est-ce qui, moi, me fait rêver dans la vie? Et la dark fantasy, notamment, c'est beaucoup des histoires de rois qui se battent pour des trônes et ce genre de choses. Sauf que moi, ça ne m'a jamais fait rêver. Moi, je viens d'une famille qui est très engagée, très à gauche, tout ça. Et en fait, ce qui me fait rêver, c'est les histoires de révolution, quoi. Et enfin voilà, ma grand-mère, donc j'ai une grand-mère de Limoges qui me fait rêver quand je suis môme avec les histoires de la grande grève des porcelainiers de 1905, par exemple. Ma mère, elle m'a appris l'histoire de la Commune. Enfin, c'est tout ça que j'ai dans la tête. Donc je me dis, je vais écrire de la fantaisie où on fait la révolution. Mais dans la période, avec Simon, donc Simon Pinel, qui était mon éditeur pour ce livre, ça nous paraît pas vraiment... voilà, on se dit, il y a une telle liberté maintenant que ça va pas non plus choquer dans les chaumières, quoi. Par contre, donc, c'est inspiré de plein de fins d'empire réel parce que j'ai un vrai goût pour l'histoire. Et c'est au tournant Moyen-Âge-Renaissance, c'est-à-dire qu'on a le début de l'imprimerie, le début des armes à poudre. Et aussi, on veut vraiment le publier en un seul tome parce que c'est l'année qui voit la chute de l'Empire. Et là, avec Simon, on se dit, c'est un gros tome énorme. Et à l'époque, on avait moins de très gros tomes que maintenant en plus. Donc, les lecteurs, ils risquent d'être déstabilisés par ça, par le fait que c'est un gros tome qui coûte plus de 20 €, ce qui, pareil, était beaucoup plus rare à l'époque. Donc, on risque de s'en prendre un peu plein la gueule là-dessus. Mais on assume parce que, pour plein de raisons, pour nous, on le voit en un tome. Et c'est comme ça que c'est cohérent. Et donc, le livre sort. Et les premières critiques, surtout on est au Salon du Livre de Paris, à l'époque c'était encore énorme. Et là, il y a une première critique qui tombe d'un blogueur très connu et très old school et qui descend complètement le livre en disant déjà que je ne connais rien à l'histoire militaire. Alors qu'en fait, je m'appuie sur l'histoire militaire réelle, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une nouvelle arme que tout le monde va la maîtriser et ça va être comme un nouveau super pouvoir dans un jeu vidéo cliché, quoi. Et puis aussi, surtout, ce qui commence à circuler très vite, c'est que quand même, dans Les Seigneurs de Bohême, il y a trop d'homosexuels et il y a trop de pauvres. Alors, ma petite critique préférée là-dessus est celle publiée dans une revue de référence
qui trouve que dans ce roman, il y a beaucoup trop de personnages transgenres. Et là, je vais vous spoiler un peu. Dans ce roman, il n'y a pas de personnages transgenres. Je sais, c'est un gros défaut, mais on ne peut pas être parfaite. Voilà. Et pour finir là-dessus, je vais être très vite, très rapide. Mais le truc qui est cool, c'est qu'il y a eu ça, mais justement un gros retour de l'autre côté d'une immense majorité des lecteurs et beaucoup de lectrices aussi, qui au contraire ont défendu Bohème pour ça, parce que ça sortait des cases. Et ça, c'est super cool. Ah, et une autre critique aussi, c'est qu'il y a trop de beaux mecs, parce qu'en gros, il y a un personnage qui est vraiment séduisant physiquement, et c'est un mec. Donc ça fait trop de beaux mecs, ça en fait un. Ah non, mais j'ose. Hein. Célia Flo, dans votre trilogie Porcelame, qui est plutôt destinée à la jeunesse, mais bon, des adolescents, quel type de fantaisie vous mettez en avant? Alors, personnellement, j'ai eu envie d'aller chercher de la fantaisie qui s'appuie sur des mythes qu'on connaît moins, du moins de notre côté, qui sont des mythes asiatiques, donc essentiellement chinois et japonais. Parce que je trouve que cette vision du monde un petit peu différente est vraiment intéressante pour la confronter à la nôtre. Je trouve que en allant chercher justement dans des cultures un petit peu qu'on connaît moins, eh bien c'est extrêmement enrichissant et que on apprend beaucoup. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris en me confrontant à des façons de voir le monde et de vivre différentes. Donc c'est pour ça que je propose au lecteur un voyage qui est un voyage à la fois physique, puisqu'il s'agit d'escalader une montagne dans le tome 1, et en même temps un voyage d'apprentissage, puisque quand on dit la voie du Kirin, c'est le do qui existe dans judo, dans kendo ou dans tout un tas de disciplines asiatiques, c'est-à-dire le do, la voie. Le judo, c'est la voie de la souplesse, etc. Donc c'est la voie physique et intellectuelle qui permet de s'améliorer et de pratiquer un art ou une discipline tout au long de sa vie. Et quelque part, c'est un peu la voie de l'écriture aussi. Donc, je vous propose un chemin, je vous propose un voyage. Partons ensemble à l'aventure. L'aventure, justement, si on prend le roman à la pointe de l'épée, par exemple, Hélène, votre personnage, c'est un épéiste. Et c'est un tueur professionnel. Et c'est un personnage qui peut être à la fois, il a des côtés sympathiques et d'autres absolument odieux. Ça vous plaît d'écrire des personnages ambigus, Hélène Keshner? Ah ouais. J'adore les personnages ambigus. D'abord, nous sommes tous ambigus, n'est-ce pas? Et our strengths are our weaknesses, and our weaknesses are our strengths. Nos faiblesses sont nos forces et nos forces sont nos faiblesses. Mais c'est très difficile d'écrire quelqu'un qui est vraiment bon, qui est un vrai personnage. Dans les livres, we deceive ourselves en croyant que les gens qui ne sont pas vraiment des vrais personnages sont vrais, car c'est une... Okay. Yeah, I'm having one of those ghastly moments where I can't think of the word in either language. It's not a hard word. But anyway, we're used to thinking of certain styles of characters as real people, and they're not actually real people, and they're not well described. But we're used to, wait, Delia's trying to mouth me the words. Shout it, baby. I don't know. I can't remember. No, but I mean, it's a convention that we recognize them as people, even though they are not, in fact, full people, which is fine. But are you writing this down? Okay, yeah. But it's more fun to me when I was writing the book, and it was so radical for its time. I was writing this in the 1980s, and I'm writing a modern novel. It just happens to be a modern novel with cloaks and swords. I realize I'm not completely answering your question, but it got me to think of some other things. Would you like to pick this up? Ce que je disais, c'était qu'on se ment à nous-mêmes en imaginant qu'un certain type de personnages sont des vrais personnages. Et c'est OK.
de imaginer qu'un certain style de personnages sont réels alors que ça correspond pas vraiment à la réalité. Mais moi, je trouvais ça plus drôle et plus intéressant quand j'écrivais ce livre que j'ai écrit dans les années 80. En fait, j'ai écrit un livre moderne dans les années 80, un livre moderne avec des capes et des épées. But to really answer the question, I think when you think of some of your favorite movies, as well as novels, the villain is often the most interesting person. The villain's the person you really want to follow. The villain's the one you remember afterwards. And so, in a way, the entire novel is villains. A friend of mine in America referred to them as sunlit villains because they're villains with a great deal of charisma. And they're complex, and we need to love them even so. So it's more fun. There's one truly good person in the novel, and he was very difficult to write because he did good things, but there wasn't much else going on. He was almost the leaven, if you will, to all the wickedness. And I don't think I could have written a book with him as the hero because it would be too boring. It's really, honestly, because a teacher of mine said this once long ago, it's hard to describe real goodness. It's not that good people are dull, it's that it's really hard to write genuine goodness. And in fact, when I was writing the novel, I thought, all right, I like to challenge myself as a writer. I'm going to challenge myself to write a good character that my readers will like. How do you give charisma to a good character? Or is their goodness the only thing that they are? It will be perfectly obvious if you read the book who that is. I'm good. C'est comme en général nos films et nos livres préférés, les méchants sont en général les personnages les plus intéressants, c'est ces personnages-là qu'on a envie de suivre et de comprendre. Et un ami à moi a fait référence à ça en disant que les vilains peuvent être décrits comme étant des personnages lumineux, parce que en fait, c'est eux qui ont le plus de charisme. Et en fait, ce qui est complexe, ce sont des personnages qui sont complexes, et en fait, on a quand même besoin de les aimer en dépit de leur complexité. J'ai du mal à relire mes propres notes. No, that's okay. It made a lot of sense when you were saying it. Mais en gros, je voulais me poser comme défi à moi-même de réussir à écrire un personnage vraiment gentil. C'est ça qui est vraiment difficile, c'est d'écrire la vraie gentillesse, d'écrire des personnages qui sont réellement gentils et de donner du charisme et de faire aimer un personnage qui est réellement gentil. I think that was the gist of it. Et en fait, si je peux faire une petite digression, mais parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu en table ronde et je trouve que c'est cool. Donc si je digresse trop, vous levez la main pour me faire taire dans le public, ok? Mais non, mais le coup du personnage gentil, c'est vrai que c'est hyper dur à écrire. Et au départ, surtout quand j'écris de l'adulte, grosso modo, mes personnages en adulte, en général, ils sont de différentes nuances de gris, en commençant par le charbon très très noir et en finissant donc par le ciel au-dessus de Paris en novembre, pour vous donner une idée. Et en fait, donc c'est ça que dans Bohème, par exemple. Et en fait, là, donc, je suis en train de terminer mon prochain roman adulte qui m'a pris 15 ans à écrire. Et c'est un roman maritime. Et en fait, dans ce roman, il y a un personnage qui est que gentil, qui est vraiment bon, qui est vraiment moral et tout. Et donc, au départ, c'était pour faire un petit peu de contraste, quoi. Genre, voilà, ils sont tous mauvais. Donc là, il y en a un, il est gentil, il est bon, il est moral. Oh, qu'est-ce qu'il est moral. Et comme c'est un personnage bon et moral, je me suis dit, grosso modo, je vais le sacrifier au tiers du livre. Comme ça, je n'aurai pas à m'embêter avec lui longtemps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, mon bêta-lecteur a accroché à ce personnage. Et il en a fait son perso fétiche. Et donc, je ne sais pas si certains connaissent le concept de l'armure en scénario. Le personnage qui a une armure en scénario qui fait qu'il ne peut pas être... Voilà, armure en scénario. Et donc, ce personnage-là, dans mon groupe d'écriture, on blague en disant qu'il a une armure en géromium. Jérôme, c'est mon bêta-lecteur. Et donc, il ne peut pas être tué. Et en fait, après, donc, mon éditeur... Sachant que mon éditeur, pour ceux qui connaissent, a bossé sur le dernier roman adulte de Florian Soulas, qui en gros est une ode à la violence, au désespoir et à l'anthropophagie. Et oui, à peu près. Mais et donc il fait vraiment des trucs méga sombres. Et en fait, lui aussi, il accroche à fond à ce personnage. Could I just say one more thing Yeah. before I forget? I'm sorry, I'm interrupting you completely. Okay. C'est que les gens à la pointe de l'épée sont vraiment
extrêmement méchante, on peut dire. Mais alors, et je voulais écrire encore deux, mais je me pose toujours les challenges, des défis. Et je disais, OK, tu peux écrire deux sur eux, mais d'un autre point de vue. Donc, la séquelle, la suite. Donc, la suite, c'est une jeune fille de 15 ans, un vrai ado. Et c'est ses yeux qui regardent ces hommes méchants et charismatiques. Mais comme elle est ado, elle disait, mais c'est bête ce qu'ils font. Alors, ça m'amuse et j'espère que ça amuserait mes lecteurs aussi. Et ça, c'est le privilège de l'épée. Et c'est super cool, lisez-le. Voilà. Et donc, juste pour finir là-dessus, forcément, moi, ça m'a posé des questions parce que là, grosso modo, il devient l'un des persos principaux du roman. Et il est bon et moral jusqu'au bout, quoi. Et il fait son chemin comme ça dans la vie, dans un monde qui ne l'est pas. Et en fait, finalement, je me suis dit, on est dans un monde qui est tellement en train de virer au glauque et au sombre et tout ça, dans beaucoup d'aspects quand même de nos jours, que effectivement, oui, c'est bateau à dire, mais je pense que ça devient vrai, que être bon, être moral et tenir comme ça malgré tout, bah, maintenant, ça a un côté... voilà, maintenant, ça a un vrai côté punk. Maintenant, ça a un vrai côté résistance. Maintenant, ça a un vrai côté take a stand, quoi. Et en restant bon et moral jusqu'au bout. Et lui, il le fait même pas exprès au début. Je pense qu'il le fait pas exprès à la fin. Mais peut-être que ça, c'est le... Bah, on est dans un monde quand même où des scandales dont même pas un tiers aurait fait tomber des hommes politiques il y a ne serait-ce que 30 ans. Et aujourd'hui, limite, c'est bien vu dans la société d'être retors. C'est « Ah, t'as planté un couteau dans le dos de quelqu'un, mais tu t'en es tiré. Hey, bien joué, gars !» Et dans ce monde-là, franchement, écrire un perso bon, moral, et qui le tient malgré tout, et qui en fait, à la fin, une déclaration à la face du monde, eh ben, ouais, c'est super chaud à écrire. Mais c'est ça aussi, je pense, c'est aussi sur ces persos-là qu'il faut qu'on se prenne le chou maintenant, quoi. Célia Flo, si on parlait par exemple d'Anergique, votre deuxième roman, qui est un roman young adulte, hein, voilà, qui peut très bien se lire par des grands ados, par des adultes. Là aussi, c'est un roman de fantasy qui nous emmène un peu loin. Oui, tout à fait. Anergique, c'est un roman qui alterne entre Londres, qu'on connaît à peu près, mais aussi l'Inde, qui a été donc colonisée à l'époque victorienne par les Anglais. Et il y a toute une philosophie qui tourne autour de l'énergie que j'aimais beaucoup dans cette culture avec les chakras, etc. Et j'ai trouvé que c'était un super support pour imaginer un système de magie qui soit lié à notre société. Parce que je pense qu'une chose qui ressort bien de ce que vient de dire Estelle, c'est que la fantaisie est quand même très liée à notre société. On n'écrit pas de la fantaisie comme si on était totalement déconnecté du monde malgré tout. Et donc, nos histoires, nos fantaisies, nos systèmes de magie sont toujours en lien avec ce qu'on vit, avec l'actualité, même si bien sûr c'est déformé. En tout cas, moi, c'est ce que je fais aussi. Et dans Anergique, j'ai vraiment voulu jouer avec la société victorienne qui est extrêmement rigide, à la fois au niveau des genres, au niveau des classes sociales, etc. Et qui a été colonisé, donc un autre pays, en posant sur lui tout un tas de préjugés. Donc maintenant qu'on a du recul, on trouve ça limite ridicule, enfin, cette catégorisation, cette hiérarchisation permanente. J'ai voulu m'amuser en changeant les choses dans Anergique et en posant un regard différent dessus. Et je pense que c'est aussi une chose que permet la fantaisie et ses évolutions, c'est-à-dire de confronter nos points de vue, nos regards sur le monde, nos mythes, de manière à prendre ce petit pas de côté, ce petit pas de recul qui permet d'avoir peut-être un peu moins de nez dans le guidon, comme on dit. Voilà. Avant d'aborder une des questions que je comptais poser, j'imagine que vous attendez tous et toutes, c'est-à-dire les nouveaux courants de la fantaisie, la romantasy, on va y venir. Je voulais faire un petit détour, alors ça ne dira sans doute rien à Célia Flo et à Estelle Faye, mais je pense qu'Hélène Keuchner connaît, je ne sais pas si elle a lu, mais je pense qu'elle connaît au moins de réputation. Il y a une série de fantaisie de John Norman, parue...
paru il y a longtemps Ah, dans je la, connais bien car, dans la fantaisie j'ai dit. américaine. John Norman est un universitaire qui s'est d'ailleurs tout à fait exprimé avec la franchise qui le caractérise, le cynisme diront certains, et où il a imaginé toute une série qui a extrêmement bien marché aux États-Unis, mais très bien marché en France aussi, à l'époque où j'étais débutante dans le milieu de l'imaginaire. Et j'avoue que j'ai été assez sidéré de découvrir qu'en fait, ce monde, c'était une société parallèle à la Terre, une société idéale pour John Norman, où, en gros, pour résumer rapidement l'idée qui porte la série de romans, c'est un long cycle, l'esclavage est la meilleure solution pour domestiquer les femmes. Évidemment, la question du consentement ne se pose absolument pas dans cette affaire, quel que soit le type de consentement. Et je pense que c'est ce qu'on a fait de mieux dans le domaine de la fantaisie masculine sur la défense et l'illustration de la culture du viol. Ça renvoie à un procès actuel, je pense. Et je me suis demandé, comme éditrice, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui rééditer en France, par exemple, la série Gore ? Qu'est-ce que ça provoquerait comme réaction ? Est-ce que ça plairait encore à quelques lectrices et surtout un lectorat masculin? Est-ce que ça se vendrait bien? Je précise que quand on est éditrice, on est au pourcentage. Et est-ce que, même si je pensais que ça allait marcher, est-ce que j'aurais le cynisme de le publier avec évidemment une préface en disant que cette fantaisie-là est une fantaisie d'une autre époque, mais que finalement, un certain nombre de lecteurs s'y retrouvent encore et c'est sans doute le plus inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Keuchner? The Story of O, 50 Shades of Grey. It is a male fantasy and it's a female fantasy. The way John Norman wrote it, it's very much from the male point of view, but part of what I think gave it its power, and I know this in part because I have a book he wrote that is very, very rare, in which he teaches couples how to basically do sadomasochistic bonding through fantasy games. It's all a game. And it's all a game of sexual sublimation or subordination, where the woman is the bottom and the man is the top. But the whole, top and bottom thing is absolutely part of human sexuality. So and it's very interesting to me that it's allowed to be written by women now. 50 Shades of Grey is John Norman in New York. And I think the point is that if a man wrote it, he would have to use a female pseudonym. C'est des histoires comme 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, et c'est des fantaisies qui sont des fantaisies d'hommes et de femmes, mais à l'époque où John Norman a écrit ce livre-là, il écrivait définitivement du point de vue mâle, et ce qui lui a donné du pouvoir, et je le sais parce que j'ai chez moi un livre à lui très très rare dans lequel il apprend au couple à faire du sexe BDSM basé sur des jeux de rôle de fantasy. Consensual, oui, bien sûr, c'est un sous-entendu, consenti, évidemment, qui sont en gros basés sur le principe que la femme soit en dessous et que l'homme soit au-dessus. Et ce qui fait partie de la sexualité humaine, mais ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, ce sont des fantaisies qui sont écrites par des femmes, et si de nos jours, un homme écrivait une histoire comme 50 nuances de Grey, qui sont techniquement l'équivalent de John Norman à New York, il serait obligé de prendre un pseudo féminin. Je peux. Alors, comment dire, ici, quand même, on est aux Aventuriales, on est dans un festival méga cool, méga sympa, où on est entre nous, on se lit beaucoup entre nous. Maintenant, pour voir le paysage littéraire actuel, on se targue beaucoup d'avoir évolué maintenant dans plusieurs, quand même assez grosses sorties d'auteurs hommes, je suis désolée, reconnus ces derniers temps dans l'imaginaire. Il y a des livres qui sont à peine plus subtils que Le Monde de Gore, et qui sont publiés en disant à peine que oui, non, mais en fait, maintenant, c'est pas un fantasme de vieux mec, c'est des réflexions. C'est un lien avec cette fantaisie ou cette science-fiction plus libre des années 70, vous devez comprendre. Franchement, j'en vois aussi au ciné, j'en vois dans les livres. Simplement, c'est vendu comme oui, non, mais on se raccroche à une époque où quand même, il y avait une plus grande liberté, où quand même, on n'avait pas peur du politiquement correct. Ça existe. Maintenant, de nos jours, c'est des auteurs connus. Et c'est des auteurs tellement connus que même moi qui suis un peu réputée dans certains cercles pour avoir pas trop de mal à dire des trucs polémiques,
Là, j'ai quand même pas envie de griller ma carrière en citant des noms. Mais oui, ça existe encore de nos jours. Juste une énorme partie du milieu ferme les yeux parce que ça les arrange, parce qu'on veut croire qu'on a évolué. Et on a évolué sur plein de points, mais on tolère encore des choses, simplement parce que c'est des grandes figures du milieu et qu'il ne faut pas les froisser, et qu'ils font toutes les bonnes déclarations où il faut quand il faut. Maintenant, quand on lit les bouquins ou quand on voit certains films, ouais, ça picote. La transition est toute trouvée, puisqu'on va parler de Romantasy. On a parlé de John Norman, de la série Gore. Vous pouvez le lire en anglais hein, si vous êtes tenté, mais bon, achetez-les d'occasion, il ne faut quand même pas en plus lui donner des droits d'auteur. Mais si vous voulez jeter un œil, je pense que vous n'irez pas très loin. En plus, c'est très mauvais. Hein. On le trouve, c'est un rigole chez nous. C'est ce livre que mes amis et moi, nous avons lu pour faire rire. Mais en fait... Mais lui, ce n'était pas pour faire rire. C'est ça qui est tragique. Et la Romantasy est un peu comme ce qu'on appelait... dans la terminologie publicitaire de Brajlon, puisque c'est un terme qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon, la bitlite. Cette Romantasy qui visiblement déferle au niveau éditorial et au niveau des ventes, donc c'est quelque chose, on va y revenir, qui va peser sur l'écriture des auteurs et des autrices, puisque quand on écrit professionnellement, c'est l'objectif aussi de toucher beaucoup de lecteurs, parce que sinon on n'en vit pas, tout simplement. Donc il y a aussi des enjeux de carrière professionnelle. Quand on arrive à avoir des personnages de bad boy, c'est-à-dire en gros des agresseurs, hein, pour parler, parfois il faut traduire, où les femmes sont présentées comme cherchant celui qui va les séduire justement en étant ce mauvais garçon, qu'elles vont bien sûr un peu améliorer, bon, ça on peut toujours rêver. Comment vous percevez ce phénomène de la Romantasy qui nous arrive en France? Et Hélène, peut-être d'abord, est-ce que vous avez observé ça aux États-Unis? Oh, mais aux États-Unis, c'est énorme. C'est énorme. Ça a commencé aux États-Unis, n'est-ce pas? Bon, alors, et c'est rigolo. Alors, moi, je suis plus âgée, je crois, que tout le monde sur ce panel, comme Gandalf. Je suis très âgée et j'ai vu les âges de la fantaisie, voyons. Et ça commence, et c'est grande chose, et puis ça s'évanouit. Alors, ça va évanouir. C'est une... En fait, c'est le mariage de fantaisie et de romance. Et les romances, ils ont cette type toujours, et c'est pour les louer. Et c'est un grand succès commercial. Et aux États-Unis, on est il y a des gens qui sont très excited, happy, heureuses, car enfin, les gens qui ne lisent pas du fantasy iront lire la romantasy, et après ça, ils vont lire du vrai fantasy. Bon, would you like to make a bet on that? On va voir. C'est peut-être possible que mais ça, c'est tout. C'est une genre et on a ajouté des dragons. C'est tout. Estelle Faye, justement, avec ce phénomène qui nous arrive en France, avec des vrais succès éditoriaux et des vraies ventes. Oui, allez-y. C'est la question. Oui, je disais que récemment, un éditeur, alors je lui présentais un projet de roman qui l'intéressait déjà, qui est en finalisation d'écriture. Il n'a pas signé le contrat, donc il va lire le roman, mais j'en avais déjà parlé, il connaît l'autrice, il l'a déjà publié. Et il me disait, j'attends de voir le livre, mais je suis un peu inquiet parce que dans le contexte actuel, ce livre qui, tel que tu me l'as décrit, je l'aurais pris sans hésiter il y a 2-3 ans, là, avec l'arrivée de la Romantasy, des chiffres de vente, sortir un livre qui ne se situe pas dans ce courant aujourd'hui en fantasy, c'est plus risqué qu'avant. Et donc, je le ferai si le roman n'est pas bon, et pas très bon. C'est surtout s'il est excellent et original. Paradoxalement, la grosse niche éventuelle dans laquelle il peut publier des romans, c'est justement pas un roman de fantasy classique, même très bon à la gamelle, mais autre chose. Et que quelque part, des livres qui auraient été publiés, acceptés par tous les éditeurs il y a 3-4 ans, pour le moment, ça va être compliqué. Donc, en quoi, Estelle, ce phénomène peut-il peser sur votre écriture et celle des collègues? Alors, déjà, il y a, pareil, petit disclaimer. Donc, moi, je vis de l'écriture depuis une dizaine d'années.
Après, c'est très simple. Chaque fois que dans ma vie, j'ai essayé d'avoir un plan de carrière, alors c'était avant que j'essayais d'avoir un plan de carrière, ça a lamentablement foiré. Donc, j'apprends de mes erreurs. Donc, depuis, j'essaye plus d'en avoir. Et j'écris ce que j'ai envie d'écrire en ayant, comment dire, en me foutant un peu des modes de ce qui marche ou pas. Par contre, je pense qu'une grande chance que j'ai, c'est de passer en festival, en dédicace, d'avoir aussi beaucoup d'interactions avec les lecteurs, avec les autres auteurs sur les réseaux sociaux. Et peut-être que, effectivement, quand on me dit que ce que j'écris, c'est très actuel et tout, c'est pas que j'essaye de suivre une mode. De toute manière, si on essaie de suivre une mode, on va sortir des romans quand la mode, elle est déjà passée. C'est que, voilà, j'essaye de discuter avec vous ici. À ma table, je parle trop et tout, alors qu'en plus, j'ai les cordes vocales cassées, donc je devrais pas. Et j'essaie de discuter aussi, je me déplace dans les collèges, dans les lycées, j'écoute les ados, j'écoute les profs de CDI, j'écoute tout ce monde-là, en fait. Et c'est ça qui fait que, pour moi, une écriture, elle peut être actuelle. C'est pas d'essayer de suivre une mode. Et c'est vrai qu'il y a des éditeurs aujourd'hui qui poussent à la romantaisie et tout. Après aussi, je me déplace beaucoup en librairie, j'entends beaucoup les libraires. Et déjà, ce qui remonte des libraires, c'est que la romantaisie est déjà en train de se tasser, en fait, parce que tous les éditeurs, ils sont allés tellement vite, tellement fort, que déjà, dans plein de librairies, les rayons romantaisie se tassent. En fait. Et c'est vraiment l'axiome de si vous écrivez pour la mode, le temps que votre roman sorte, il sera démodé, en fait. Donc, dans ce qu'il y a sur la romantaisie, surtout en France, on va très vite dans les excès. Quand il y a une mode, tout le monde essaye d'avoir sa martingale, c'est qu'on en fait trop. On a mis dedans des choses comme, Tiger Wolf et Kraken Boy au Bélial, 1 heure lumière. Ils disent que c'est, il y a plein de gens qui disent que c'est de la romantaisie. C'est 1 heure lumière au Bélial, ça serait sorti il y a 2 ans. Tout le monde aurait dit que c'est du fantastique, quoi. Donc aussi, on va mettre un peu, des oranges, des pamplemousses et des briques dans le genre. Et aussi, ça fait qu'on va avoir beaucoup de romans très, par contre, écrits pour répondre à des demandes commerciales, notamment dans ce qu'on va traduire de l'américain, où là, il y a un peu d'avance sur nous. Et ce qui fait qu'on va avoir une image du genre qui reste très dans des cases. Et alors qu'il y a des bons bouquins de fantaisie avec la romance ou de la romance de fantaisie qui ne sont pas dans les cases bad boy, fille faible, etc. Et ils vont être un peu éclipsés par cette mauvaise opinion qu'on a du genre, en fait. Et c'est un peu dommage. Donc finalement, ce genre de grosse craze, ça sert à quelques éditeurs pour bien renflouer les caisses, mais je pense que c'est pas, ça rend pas service à grand monde au final, quoi. C'est vraiment une sorte de feu de paille et qui va laisser des cendres pas top derrière lui. Et alors qu'il y a de la bonne romance, il y a de la bonne fantaisie, il y a quand même beaucoup d'éditeurs chez qui on peut vraiment publier des trucs, y compris les éditeurs qui attendent à ce que ça se vende. Par exemple, la dernière Amazon, il n'y a quasiment pas de romance. Et Rajo, il ne m'a pas dit « Ah, mais mon Dieu, il faut absolument qu'il y ait une romance. » quoi. Ils m'ont juste dit « C'est bien parce qu'il est un peu plus long que l'Arpenteuse de rêve et les ados, ils aiment bien les livres longs. » quoi. Voilà, donc, mais ils ne m'ont pas forcé à faire plus long. C'est juste que j'étais content que ça soit long. Quoi. Voilà. Moi, c'est quelque chose qu'on me demande pas mal. Parce que comme j'écris de la fantaisie et qu'il y a souvent, parmi les nombreux arcs de mon histoire, il y a souvent une romance. On me demande parfois d'insister davantage sur la romantaisie et sur l'aspect amoureux en me disant tu devrais renforcer ceci, le héros devrait plus être un bad boy ou tu devrais... Et en fait, je dis toujours non. Je dis non, pourquoi ? Parce que justement, j'aime écrire des relations amoureuses dans mes histoires, même si ce n'est pas l'arc principal de l'histoire. Parce que justement, mon objectif, c'est de montrer que les relations amoureuses sont variées, que les relations amoureuses sont riches, qu'elles dépendent du caractère des personnes, et que je refuse de m'enfermer dans un schéma de romantaisie, en fait. Je refuse qu'un couple, ce soit forcément une relation de domination, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre. Je refuse ces relations malsaines où une personne tombe amoureuse de celui ou celle qui lui fait du mal. Et justement, si j'écris des histoires avec des relations amoureuses, c'est pour montrer que les relations amoureuses, ce n'est pas ça. Qu'il y a du respect, qu'il y a de l'affection qui se développe et que s'aimer, c'est se rendre meilleur l'un l'autre. Et que donc, ce n'est pas de la souffrance, ce n'est pas de la douleur, ou du moins on peut en traverser, bien sûr, mais que ce n'est pas ça l'amour. Et en tout cas, ce n'est pas de ma conception. Et du coup, c'est pour ça que malgré ce qu'on me demande, je ne rentre pas dans la romantaisie. The book that I am currently finishing is another book in this series. The 15-year-old ado
in that one is now a grown woman, and there's a new 15-year-old ado who is the protagonist, and she is a bad boy. My wife, Delia Sherman, pointed out as she was reading that I was writing a woman who does what bad boys do with women. She's a lesbian. Most of my characters are bisexual, but she is not. And that she really wondered whether women readers, or any readers, would accept a woman who had the charisma and the appeal, but also the bad behavior of a bad boy. And I thought, well, this will be a very interesting experiment. Although I also remember thinking, I have to give you reasons to love her so that you will forgive her and still love this character the way that you love these characters. But it is a harder sell when it's a woman. And I'm afraid I have to say that she does not get redeemed by love. Instead, she becomes more herself and becomes, but that's the interesting thing about making it female. You don't want to watch her, I think, become redeemed by love. You want to watch her break out of her orbit and sail into the stars, which is what she does at the end. Dans le livre que je suis en train d'écrire, qui se passe dans le même univers que À la pointe de l'épée, l'ado de Le privilège de l'épée est maintenant une adulte, et il y a une nouvelle ado de 15 ans qui est l'équivalent d'un bad boy, en fait. Mon épouse Delia me faisait justement remarquer que j'écris une personnage féminin qui a tous les traits de caractère et le comportement d'un bad boy avec des femmes, d'ailleurs, parce que ce personnage est une lesbienne. La plupart de mes personnages sont bisexuels, mais pas elle. Et je me suis du coup posé la question, elle se demandait si les lectrices allaient accepter un personnage de femme qui a les comportements et les traits de caractère et les actions d'un bad boy. Et donc il faut que je garde à l'esprit que je dois vous donner des raisons de la pardonner et de l'aimer. Et c'est d'autant plus difficile de faire ça avec un personnage féminin qui a ce comportement-là. C'est un comportement qui est plus facilement accepté chez les hommes que chez les femmes. Et c'est tout aussi difficile de ne pas la faire être sauvée par l'amour, ce qui arrive souvent à des personnages féminins dans ce type d'histoire. Et ce qui ne sera pas son cas du coup. C'est pas du tout comme ça qu'elle finit par viser les étoiles et par sortir de son propre orbite. Et c'est comme ça qu'elle est sauvée. Alors, juste deux choses, parce que visiblement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a quand même deux choses que je tiendrais vraiment à dire. Alors, petit 1, I have two words for you. Have you seen Gentleman Jack? Oh yes. Yeah, that's it. Gentleman Jack, c'est une femme justement, déjà quadra, marquée par la vie, qui est charismatique comme un mec, qui avance dans la vie comme un mec. Et c'est génial, c'est atrocement libérateur de voir ça. A fortiori, quand on est une femme quadra, qui en a marre de lire des femmes quadras. Donc, grosso modo, les deux problèmes dans la vie, c'est de perdre son pouvoir de séduction et d'être divorcée de son mec, encore un petit peu amoureuse, et puis de rechercher un nouveau. Voilà. Donc, c'est très, très libérateur, c'est génial. Et après, juste, je veux dire, là, on parle de romance depuis tout à l'heure. Je vais vraiment essayer de faire court, Stéphanie, c'est compliqué. Alors, j'ai une petite question. En fait, qui est-ce qui, dans la salle, lit de la romance ou on écrit? Voilà. Et parce que là, depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de choses sur la romance, mais je pense, les lectrices de romance et lecteurs de romance dans la salle, la romance moderne, la romance actuelle, elle a plein de questionnements qui sont allés très très au-delà de moi bad boy, toi fille faible depuis longtemps. C'est plus du tout ça en fait. Et voilà. Et là, j'ai l'impression quand on parle de romantaisie, et y compris dans la romantaisie, on voit de la romance qui va largement au-delà de ça. Et comme si quand on avait des relations justement égalitaires, quand on avait des relations un peu saines et pas toxiques et tout, c'était pas de la romance. En fait, si, c'est même... On parle des nouvelles tendances de la fantaisie, parlons des nouvelles tendances de la romance. Et on est d'accord, le lecteur et les lectrices de romance dans la salle, les nouvelles tendances de la romance, bien sûr, il y a tous les problèmes de la dark romance, mais il y a aussi des trucs méga cool qui se passent dans la salle. Et si je vous demande à vous tous de dire 2-3 titres qui vont complètement au-delà des clichés de genre, qui vont complètement au-delà des clichés de genre masculin-féminin, vous allez en avoir plein, quoi. Donc voilà, donc on peut parfaitement avoir de la romantaisie, avoir de la romance sans bad boy, sans tout ce genre de choses, en fait. Et on en a déjà. Ouais. Et en romance, on en a énormément. Je suis d'accord. Is there time for me to say something? 30 secondes. 30 secondes. Okay. At the beginning, you said, what is fantasy? And I only now remembered what my personal definition is. It's something that comes from your true heart and your true beliefs. The great fantasy always comes from that. Plenty of entertaining things can be written that don't come from that. But to me, the great stuff has a core of truth that is your personal truth made into an entire world.
Vous avez demandé au début ce qu'était la fantaisie, et je viens seulement de me rappeler de ma définition personnelle de la fantaisie. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient de votre cœur et de vos croyances. C'est vraiment quelque chose qui contient votre vérité personnelle transformée en univers. Célia, un dernier mot? Je pense que finalement, il faut quand même beaucoup se méfier de certains termes, de certaines cases, et qu'encore une fois, il faut qu'on remette un peu en question, voilà, la façon dont on conçoit la romance, la façon dont on conçoit la fantaisie. Je pense que la fantaisie n'a pas fini d'évoluer à la fois sur les thèmes qu'elle aborde, la façon dont elle les aborde, les supports sur lesquels on les aborde, puisque au début, c'était que des romans, après, on est passé à des films. Maintenant, il y a aussi des jeux vidéo, il y a des mangas. Et je pense qu'il y a encore plein de nouveaux supports qui vont arriver pour la fantasy. Et je pense que c'est vraiment toute une évolution, toute une réflexion qui est en marche. Et je suis très contente qu'on ait pu évoquer ça avec vous aujourd'hui. 15 secondes maintenant. Ok, 15 secondes. Juste, il y a quand même un truc qui, pour moi, commence enfin à réarriver un peu plus grand public, même si c'est compliqué, et qui, je pense, est vraiment l'une des bases de la fantasy future. En tout cas, je veux, parce que perso, j'adore. Et quand même, je ne pouvais pas sortir de cette table ronde sans avoir crié très, très fort mon amour pour l'horreur. Donc, vive l'horreur, reviens l'horreur. L'horreur, on t'aime. Voilà une belle déclaration. En tout cas, vous avez compris qu'avec nos 3 autrices, vous allez avoir de l'originalité, vous allez sortir des cadres, vous allez être surpris, vous allez être passionnés. Ce sont 3 excellentes et remarquables romancières et je vous invite à les retrouver sur leur table. Vous allez rentrer dans un univers qui vont vous passionner. Bon festival.